Imagine que tu te réveilles sur une île déserte, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi, tes pensées et tout le temps du monde. Il n'y a pas de bruits extérieurs, pas d'obligations sociales, pas Dieu pour juger tes mouvements. Ça ressemble à la liberté, n'est-ce pas? Mais un jour passe, puis deux, une semaine, un mois. Le silence cesse d'être la paix et commence à être un poids. Tes décisions n'ont plus de témoins, et cela, bien que cela semble libérateur, peut devenir dangereux, parce que quand personne ne te regarde, tu peux commencer à te détruire sans t'en rendre compte. Cette île n'est pas un lieu lointain, cette île est ta chambre, c'est ta maison, c'est ta vie quand tu vis seul. Beaucoup veulent l'indépendance, mais peu sont prêts pour ce que cela signifie vraiment. Parce que vivre seul, ce n'est pas seulement payer tes factures et avoir le lit pour toi. C'est te confronter à toi-même tous les jours, sans excuses, sans masque, sans distraction. Et c'est là que commence le véritable défi, non pas à cause de la solitude en elle-même, mais à cause de ce que tu en fais. Cette vidéo n'est pas pour déguiser la réalité, c'est pour y faire face. Parce que vivre en solitude, si tu ne le fais pas consciemment, peut saboter ta santé mentale, physique, émotionnelle et financière. Personne ne te dit cela. Ils te vendent l'indépendance comme un trophée, mais ils ne t'avertissent pas que c'est aussi une responsabilité brutale. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 erreurs qui peuvent te traîner lentement si tu vis seul. Mais pas seulement ça. Nous allons voir comment les éviter avec l'aide d'une philosophie qui forme des personnes depuis des siècles pour résister au chaos sans perdre le cap, le stoïcisme. Et non, je ne vais pas te citer de jolies phrases, je vais te donner des outils réels, pratiques, crus, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, parce que vivre seul peut être le meilleur terrain d'entraînement, ou ta pire prison. Tout dépend de si tu apprends à maîtriser ton esprit, ton corps et ton environnement. Alors, si tu es sur cette île, si tu sais ce que c'est de te réveiller en silence et de sentir que tu t'éteins, cette vidéo est pour toi. 1. Transforme ton espace en un temple, pas en un piège. Tu es à l'intérieur d'une forteresse, pas n'importe laquelle. Elle est à toi. Les murs sont à toi. Le sol est à toi. Tout ce qu'elle contient t'appartient. Mais il y a un problème. Les portes sont ouvertes, les fenêtres cassées, les couloirs remplis de poussière, le salon envahi par des toiles d'araignée, et chaque recoin sent l'oubli. Cette forteresse qui devrait te protéger te fragilise maintenant. Elle ne prend plus soin de toi, elle ne t'inspire plus, elle t'enferme. Et le plus grave, c'est que tu l'as laissé tomber toi-même. Ta maison, ta chambre, ton espace, c'est cette forteresse. Et si tu ne la traites pas avec respect, elle devient ton pire ennemi. Quand tu vis seul, l'environnement que tu habites devient une partie de ton esprit. Ce que tu vois à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Des vêtements jetés, des assiettes sales, des choses cassées, la lumière éteinte. Cette accumulation de petites négligences n'est pas innocente. C'est un signe, c'est de l'abandon, c'est de la négligence, c'est de la reddition. Le corps s'habitue au chaos plus rapidement que tu ne le penses. Et quand il le fait, il le normalise. Tu arrêtes de voir le désastre. Mais il continue d'agir. Il te prend de l'énergie. Il te prend de la clarté. Il te prend de l'estime de soi. Parce que peu importe combien tu l'ignores, l'environnement te façonne. Si tu vis dans un endroit qui ressemble à un piège, tu vivras comme une proie. Tu te déplaceras avec paresse. Tu te traiteras sans respect. Tu arrêteras de te pousser parce que l'endroit ne te demande rien. Le stoïcisme parle de contrôler ce qui est entre tes mains, et ton espace, bien qu'il semble être un détail mineur, est entièrement ta responsabilité. Personne d'autre ne l'habite, personne d'autre ne le touche, personne d'autre ne le porte. Si tu ne le transformes pas en un temple, personne ne le fera pour toi. Et nous ne parlons pas de luxe. Il ne s'agit pas d'avoir des meubles chers ni des décorations élégantes, il s'agit d'intention, de présence, de donner un but à chaque coin de ta maison, un ordre, une énergie. Le simple fait de faire ton lit au réveil est déjà une déclaration de force. Laver tes assiettes dès que tu as fini de manger est de la discipline. Balayer, ranger, aérer, éclairer, tout cela est du respect pour toi-même, pas pour les autres, pour toi.
Les anciens stoïciens croyaient que l'âme avait besoin d'un environnement digne pour s'élever. Et tu ne peux pas grandir au milieu du chaos. Personne ne peut. Parce que le désordre extérieur devient un désordre intérieur. Et de là, tout s'effondre. Ta motivation, ta constance, ton focus. Quand ta maison est propre, quand elle sent bon, quand il y a de l'ordre, quelque chose en toi change. Tu te lèves avec une autre attitude. Tu te sens plus capable. Tu te comportes avec plus de détermination. Parce que ton environnement te rappelle que tu n'es pas en ruine, que tu n'es pas perdu, que tu es en chemin, et il y a autre chose. Quand ton espace est digne, tu ne te caches pas. Tu n'as plus honte que quelqu'un vienne. Tu n'as plus peur d'ouvrir la porte. Tu commences à te reconnecter avec le monde parce que tu t'es reconnecté avec toi-même. Tu as retrouvé ton centre. Alors lève-toi, regarde autour de toi. Demande-toi si tu vis dans un piège ou dans un temple. Et si la réponse ne te plaît pas, fais quelque chose à ce sujet. N'attends pas de te sentir bien pour ranger ton espace. Range-le pour commencer à te sentir bien. Parce que l'endroit où tu vis façonne ta vie. Et tu n'es pas ici pour survivre parmi les décombres. Tu es ici pour construire quelque chose qui en vaut la peine. 2. Ne mange pas comme si ton corps était jetable. Tu es au volant d'une voiture de guerre, pas une de luxe, pas une fragile, une résistante, préparée pour le chaos, pour les routes difficiles. Mais au lieu de lui donner du carburant de qualité, tu lui jettes n'importe quoi. De l'eau sale, de l'huile brûlée, des déchets, jour après jour, sans arrêt, sans réfléchir, jusqu'à ce qu'un jour, le moteur explose. Et là, tu comprends l'évidence. Peu importe la force de la machine, si tu ne la nourris pas correctement. Cette voiture, c'est ton corps. Et si tu vis seul, la tentation de le négliger est plus grande que jamais. Personne ne te regarde, personne ne te dit quoi manger, personne ne te juge. Tu as le contrôle total. Et si tu ne sais pas l'utiliser, tu l'utilises pour te saboter. Déjeuners en paquet, dîners à des heures irrégulières, sucre comme échappatoire, graisse comme réconfort, fast-food comme routine. Non pas parce que tu n'as pas d'option, mais parce que tu as cessé de le voir comme quelque chose d'important. Mais c'est important, c'est plus important que tu ne le penses. Parce que ton corps n'est pas seulement de la chair et des os. C'est l'outil qui soutient ton esprit. C'est la base à partir de laquelle tu penses, décides, agis. Si tu l'intoxiques, tu l'éteins. Et quand tu l'éteins, tout le reste se désordonne. Tes émotions, ta motivation, ta clarté, ton estime de toi, tout. Le stoïcisme parle du devoir que tu as envers toi-même. Épictète disait « Ne te livre pas à ce qui affaiblit ton âme ». Et qu'est-ce qui est plus affaiblissant que de traiter ton corps comme s'il était jetable? Comme si peu importait ce que tu lui fais subir, comme s'il était fait pour résister à tout, sans conséquence. Chaque fois que tu manges sans réfléchir, tu ne fais pas seulement remplir ton estomac. Tu envoies un message. Ma santé n'a pas d'importance, je n'ai pas d'importance. Et ce message, répété encore et encore, devient une croyance. Ensuite, ce n'est plus seulement de la malbouffe. C'est une vie de déchets, c'est une routine d'abandon, c'est un esprit éteint qui survit mais ne lutte plus. Et ce n'est pas une question de perfection. Il ne s'agit pas de manger de la laitue et du poulet tous les jours comme si tu étais un robot. Il s'agit de respect, de conscience, de regarder une assiette de nourriture et de te demander « Est-ce que cela me construit ou me détruit ? Est-ce que cela me réveille ou m'endort ? Est-ce que cela me rapproche de la version que je veux être ou me fait couler un peu plus ? Vivre seul te donne l'excuse parfaite pour abandonner la nourriture. Mais cela te donne aussi le cadre idéal pour reconstruire ta relation avec elle. Commence par le simple, cuisine quelque chose toi-même au moins une fois par jour. Achète avec intention. Remplis ton réfrigérateur de choses qui te nourrissent, pas de choses qui t'anesthésient seulement. Mange avec pause, mange avec présence, pas devant l'écran, pas avec culpabilité. Mange comme quelqu'un qui se respecte, car chaque décision que tu prends avec ton corps est le reflet de la valeur que tu te donnes. Et si tu es ici, c'est parce que tu sais que tu vaux plus qu'un estomac rempli de déchets.
Ne transforme pas la solitude en licence pour te détruire. Transforme-la en terrain d'entraînement où tu apprends à prendre soin de toi comme personne d'autre ne le fera. Parce que si tu ne te traites pas avec respect, personne ne le fera pour toi. Et ce corps que tu ignores aujourd'hui, c'est le même qui te soutiendra ou te trahira demain. Alors regarde-le bien. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un contenant, c'est ton seul outil pour traverser la vie. Et si tu vas vivre seul, fais-le au moins dans un corps qui peut supporter la charge. 3. Ne deviens pas un fantôme social. Tu es dans une ville pleine de gens, de bruit, de mouvement. Mais tu marches comme si tu n'existais pas. Personne ne te voit, personne ne t'appelle, personne ne t'attend. Et toi non plus. Tu ne fais rien pour briser cette invisibilité. Les jours passent, les semaines, les mois. Tu parles de moins en moins, tu ris de moins en moins, tu te connectes de moins en moins, tu deviens une ombre. Non pas parce que le monde t'a effacé, mais parce que tu t'éteins toi-même. C'est ce qui se passe quand tu t'habitues trop à la solitude, quand l'isolement devient une zone de confort. Au début, cela ressemble à de la paix, à de l'espace personnel, à de la liberté. Mais ensuite, cela commence à te déformer. Tu arrêtes de chercher les autres, tu arrêtes de répondre aux messages, tu arrêtes de regarder les gens dans les yeux, tu ne t'en rends pas compte, mais tu arrêtes de faire partie du monde. Et cela te coûte plus cher que tu ne le penses. L'être humain est fait pour se connecter, non pas par faiblesse, mais par conception. Même les stoïciens, qui valorisaient l'autosuffisance et le contrôle interne, n'ont jamais promu l'isolement total. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, parlait de son devoir envers les autres comme d'une partie essentielle de la vie vertueuse. Parce que vivre bien ne signifie pas vivre dans une grotte. Cela signifie vivre en société sans en dépendre, mais sans l'abandonner. Quand tu vis seul, la tentation de te déconnecter est forte. Tu te dis à toi-même que tu n'as besoin de personne, que tu vas bien comme ça. Mais c'est un mensonge, c'est une excuse qui cache la peur, la paresse ou le ressentiment. Et si tu t'isoles pendant longtemps, ton esprit commence à se décomposer. Tu deviens plus négatif, plus anxieux, plus incertain. Tu perds des compétences sociales, tu perds de l'empathie, tu perds de la perspective. La solitude choisie est un outil, la solitude imposée est une prison. Et toi, sans t'en rendre compte, tu peux être en train de construire les barreaux avec chaque message non répondu, chaque sortie refusée, chaque tentative de connexion que tu ignores, parce que tu n'as pas envie. Cela ne signifie pas que tu dois être entouré de gens tout le temps. Cela signifie que tu ne peux pas oublier que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que le monde n'est pas fait seulement pour être observé depuis ta fenêtre. Décroche le téléphone, écris ce message, accepte cette invitation, crée des espaces de connexion, même si c'est difficile, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne te sens pas à 100%. Fais-le quand même, parce que c'est dans ces moments que l'inertie est brisée, que l'esprit s'oxygène. Et si tu n'as personne à qui parler, commence par écouter. Écoute un bon podcast, écoute des conversations qui t'inspirent, va dans un café, assieds-toi là où il y a du bruit de vie, marche parmi les gens, va à un petit événement. Tu n'as pas besoin de connaître tout le monde, tu as juste besoin de te rappeler que tu n'es pas seul dans ce monde. La connexion humaine est un médicament, elle te régule, elle te réveille, elle te rend ton humanité quand la routine t'a transformé en automate. T'isoler complètement, c'est renoncer à une partie essentielle de toi. Et le pire, c'est que tu le fais sans t'en rendre compte, jusqu'à ce que tu ne saches plus comment revenir. Alors ne deviens pas un fantôme, ne gomme pas ta présence de la carte, ne laisse pas le confort d'être seul se transformer en une excuse pour disparaître. Reste visible, reste présent. Parce que même si le chemin est individuel, la vie ne se construit pas en isolement, mais en relation. Et tu n'es pas ici pour disparaître. Tu es ici pour laisser une trace, même si c'est sur une seule personne. 4. Dormir mal, c'est creuser sa propre tombe mentale. La journée commence, mais le corps ne démarre pas. L'esprit est lent, brumeux, comme s'il avançait avec un poids supplémentaire à chaque pensée. Les yeux brûlent,
L'humeur se brise pour rien. Les idées ne coulent pas, la motivation n'arrive pas, l'énergie se dilue. Et tout cela pour une simple raison. Le sommeil a été malmené. Encore une fois, négliger le repos ne semble pas être une erreur grave. Au début, on se couche tard, on reporte le sommeil pour une série, pour le téléphone portable, pour l'envie de rien. Et peu à peu, sans faire beaucoup de bruit, le corps commence à payer la facture. Mais le plus dangereux n'est pas la fatigue physique. Ce qui détruit, c'est la détérioration invisible, la détérioration mentale. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un redémarrage. Sans lui, l'esprit se fragmente, la concentration s'en va, les émotions se dérèglent. Il devient presque impossible de garder son calme, de prendre les bonnes décisions, de maintenir la concentration. Et quand on vit seul, ce chaos se multiplie. Il n'y a personne pour dire « dors maintenant ». Personne pour réguler les horaires. Tout dépend de la discipline personnelle. Et si l'on n'impose pas d'ordre, le corps s'use, silencieusement, brutalement. Les stoïciens défendaient la maîtrise de soi. Mais cette maîtrise ne commence pas par la volonté, elle commence par le repos. Un corps épuisé ne pense pas bien, un esprit privé de sommeil devient impulsif, anxieux, irrationnel. Comment résister au chaos de la vie si l'on ne s'est même pas remis de la veille? Comment vivre avec clarté si l'esprit se traîne dans des brouillards constants? Dormir mal n'est pas seulement une habitude irresponsable, c'est une autodestruction lente, creuser une tombe invisible, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'un jour, sans savoir pourquoi, tout semble plus difficile, plus gris, plus lourd. La motivation n'apparaît pas non par manque d'envie, mais par manque d'énergie. L'énergie ne vient pas de l'inspiration, elle vient du repos. Elle vient des 8 heures qui sont si souvent volées comme si elles n'avaient pas d'importance. Bien dormir ne signifie pas se coucher tôt par obligation. Il s'agit de respecter le corps qui soutient toute la structure interne. Il s'agit de comprendre que la productivité ne commence pas au réveil, mais lorsqu'on dort bien. Le sommeil profond est une forme d'entraînement. C'est là que la mémoire est réparée, que les émotions sont régulées, que la volonté est retrouvée. Ne pas prendre soin de ce processus, c'est comme aller à la guerre sans bouclier. Le corps donne des signes, fatigue constante, irritabilité, lenteur mentale, mauvaise humeur sans raison. Ces signes sont des avertissements, non pas pour se sentir coupable, mais pour prendre le contrôle. La chambre ne peut plus être une extension du chaos. Elle doit devenir un sanctuaire, lumière tamisée, écran dehors, routine claire. Il ne faut pas la perfection, il faut le respect. Se coucher à la même heure, se lever avec intention. Traiter le sommeil comme ce qu'il est, un outil fondamental pour survivre, penser, décider. Bien dormir n'est pas un objectif, c'est une base. Celui qui prend soin de son sommeil prend soin de son esprit. Et celui qui prend soin de son esprit a du pouvoir. Le pouvoir de faire face à la vie sans déborder. Pour agir avec clarté lorsque tout autour crie confusion. Dormir mal équivaut à vivre mal. Aussi simple que cela. Et personne d'autre n'a le pouvoir de corriger cela pour vous. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de mère qui oblige. Il ne reste qu'une personne face à l'horloge, prenant la bonne décision, ou creusant un peu plus profondément la tombe de la confusion. 5. Dépense comme si demain comptait. Devant toi, une carte. Elle brille comme une clé qui ouvre des plaisirs immédiats, des envies du moment, de fausses promesses de bonheur express. Il suffit d'un clic, d'une signature ou d'un glissement de doigts pour obtenir ce que l'on veut, sans attendre, sans réfléchir, sans mesurer. Mais chaque utilisation irresponsable est comme creusée dans le futur. Un petit trou qui demain devient une dette, de l'anxiété, de la frustration. Et le pire, c'est que souvent on creuse avec un sourire, sans savoir que ce qui semble être la liberté n'est qu'une chaîne élégante. L'argent, quand on vit seul, devient un reflet direct de l'autocontrôle. Personne d'autre n'observe comment on le dépense, personne ne questionne, personne ne donne son avis. Le portefeuille devient un territoire privé, libre et dangereux, car la solitude émotionnelle est souvent comblée par des choses.
Des choses qui promettent de combler les vides, de remonter le moral, de donner un sens. Et elles ne le font pas. Elles ne font que le couvrir pendant quelques heures. Puis le vide revient, mais plus profond, et avec des intérêts. Le stoïcisme enseigne à différencier l'essentiel de l'accessoire, à maîtriser les désirs avant qu'ils ne maîtrisent la vie. Sénèque l'a dit sans détour, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Dépenser sans but, sans vision, sans respect pour demain, ce n'est pas profiter de la vie. C'est l'hypothécaire. Chaque dépense incontrôlée est une décision émotionnelle déguisée en besoin. Et lorsqu'elle s'accumule, le résultat n'est pas la liberté, c'est l'esclavage financier. On perd la capacité de choisir, d'économiser, d'investir dans ce qui compte vraiment. L'avenir se rétrécit, le stress augmente, les opportunités s'échappent. L'argent ne doit pas diriger la vie, mais il reflète comment on vit. Quand il y a de l'ordre interne, l'utilisation de l'argent s'aligne sur les valeurs. On ne dépense pas impulsivement, on investit avec intention. Chaque achat est analysé. Est-ce que cela améliore ma vie? Est-ce que cela contribue à ma vision? Est-ce que cela a une valeur réelle ou est-ce que cela me donne juste un coup de dopamine? Beaucoup pensent que prendre soin de ses finances signifie vivre de manière limitée. La vérité est le contraire. Celui qui maîtrise ses finances maîtrise son destin. Il peut se déplacer avec plus de liberté, décider avec plus de clarté, agir sans peur. Il ne dépend pas de faveur, il ne s'agenouille pas devant le chaos, car chaque pièce a un but, chaque billet a une mission. Le plaisir rapide a un prix élevé, il vole la tranquillité, l'avenir et le contrôle. Bien vivre seul nécessite de construire une relation consciente avec l'argent. Il ne s'agit pas de s'obséder à économiser chaque centime, mais de dépenser intelligemment, d'avoir un plan, de prévoir, de s'anticiper à l'imprévu, de cesser de vivre au bord de l'effondrement à cause de mauvaises décisions prises dans des moments de vide émotionnel. Un compte vide ne reflète pas toujours un manque de revenus. Souvent, il reflète un manque de contrôle, un manque de vision, un manque de respect de soi. L'argent n'achète pas la paix, mais son mauvais usage garantit des tempêtes. Et quand on vit seul, il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a personne pour sauver. C'est pourquoi chaque décision compte. Chaque achat inutile est un renoncement au pouvoir personnel. Alors, avant de glisser la carte ou de cliquer sur ce panier d'achat, demande-toi, est-ce que cela apporte ou est-ce que cela m'enterre un peu plus? Car dépenser comme si demain n'existait pas est une façon lente de se détruire. En revanche, dépenser comme si demain comptait, c'est une façon silencieuse de construire la liberté. 6. Réveillez-vous avec une direction, pas avec des doutes. Chaque matin est comme ouvrir les yeux dans une jungle. Rien n'est clair, rien n'est ordonné. Et tout ce qui se fait à partir de ce moment définit si on avance ou si on survit. Celui qui ne sait pas où il va tourne en rond, il se fatigue, il se frustre, il se perd. Non pas parce qu'il manque de capacité, mais parce qu'il manque de direction. Vivre seul met ce principe à l'épreuve tous les jours. Il n'y a personne à côté pour dire quoi faire, personne pour donner le rythme, personne pour tracer le chemin. Le lit peut devenir un refuge ou un piège. Et la première pensée du jour peut être du carburant ou un fardeau. Le corps se lève, mais l'esprit reste bloqué quand il n'y a pas de clarté. Sans but, les heures se diluent. On perd du temps en distraction, on tombe dans l'automatisme. On finit la journée sans savoir ce qu'on a accompli. Et ce sentiment se répète, s'accumule, devient une habitude, jusqu'à ce qu'il devienne normal de vivre sans intention. Le stoïcisme enseigne à se lever chaque jour comme si c'était une mission. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations. Au lever du jour, souviens-toi que le devoir t'appelle. Parce que la vie n'attend pas qu'il y ait de la motivation. La vie exige de la structure, de la direction, de la décision. Se réveiller avec une direction ne signifie pas avoir tout résolu. Cela signifie avoir une idée claire de ce que l'on veut cultiver aujourd'hui. Quelle bataille on va mener? Quelle partie du caractère on va entraîner?
Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de bouger, lire, travailler sur un projet, bien manger. Mais il doit y avoir une intention. Un jour sans intention devient une répétition vide, un après l'autre, identique au précédent. Et cela détruit l'esprit plus que n'importe quel échec. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage, pas de tension, pas de vie. Avoir une direction ne signifie pas avoir un plan détaillé. Il s'agit de savoir pourquoi il vaut la peine de se lever, quelle valeur on veut vivre, quelle habitude on veut renforcer. Même s'il n'y a pas de grands objectifs, il doit y avoir une direction, une boussole interne qui dit « Aujourd'hui, au moins, on ne vit pas en pilote automatique. Vivre avec une direction, c'est vivre avec du pouvoir. Parce que celui qui a un pourquoi clair, comme le disait Viktor Frankl, supporte n'importe quel comment. Cette clarté ne s'achète pas. Elle se travaille. Elle se construit avec de petits rituels. Écrire 3 objectifs, réviser une phrase guide, visualiser l'action. Non pas pour cocher une liste, mais pour se rappeler que chaque jour compte. Sans direction, les jours s'échappent. Avec une direction, chaque jour devient une opportunité d'avancer, même si ce n'est qu'un pas. Le monde n'a pas besoin de perfection, mais il exige de la présence. Dormir avec de l'ordre et se réveiller avec un but sont des actes de révolution interne. Parce que dans un monde plein de distractions, celui qui choisit d'avoir de la clarté au réveil est déjà un pas en avant. 7. Donnez un sens à votre routine ou elle vous écrasera. Imaginez un train qui parcourt le même chemin tous les jours, même horaire, mêmes arrêts, même destination. Au début, ce rythme donne de la stabilité, de la certitude. Mais si personne ne vérifie les rails, si personne ne contrôle le moteur, si personne ne se demande pourquoi il suit ce parcours, ce train finit par dérailler, rouiller, devenir insignifiant. La routine fonctionne de la même manière. Elle peut soutenir ou écraser. Et quand on vit seul, cette routine devient juge, bourreau et témoin de ce que l'on fait ou de ce que l'on cesse de faire tous les jours. La répétition sans sens ne construit pas une structure, elle construit de l'usure. Et l'usure silencieuse est la plus dangereuse de toutes, car elle s'installe sans demander la permission et sans faire de bruit. Beaucoup se perdent non pas en faisant trop, mais en ne sachant pas pourquoi ils le font. Le corps se lève, la même séquence d'activités se répète, on mange la même chose, on fait défiler jusqu'à la nuit, et tout se répète demain. Il n'y a pas de direction, pas de connexion, pas de feu, juste une routine vide qui éteint lentement la conscience. Le stoïcisme ne rejette pas la routine, il l'honore, mais il l'exige avec un but. Pour les stoïciens, chaque action quotidienne était une occasion de vivre selon la vertu, de se renforcer, d'agir avec intention. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Le temps devient un ennemi seulement quand on vit sans sens. La routine sans but transforme la journée en une prison déguisée en ordre. Il ne suffit pas d'avoir des horaires, des listes ou des habitudes si l'on ne comprend pas la raison derrière elles. Chaque partie de la routine doit avoir du poids, de la valeur. Elle doit répondre à quelque chose de plus grand que simplement passer le temps. Pourquoi s'entraîne-t-on? Pourquoi étudie-t-on? Pourquoi mange-t-on mieux? S'il n'y a pas de réponse claire, la discipline devient une punition et non un outil. Vivre seul amplifie ce risque. Il n'y a pas de pression extérieure. Il n'y a pas Dieu évaluant. Tout dépend de la force interne pour choisir une routine qui ne se répète pas seulement, mais qui façonne, qui aiguise, qui élève. Et cela nécessite une réflexion constante, des ajustements, une révision. Le courage de changer ce qui ne fonctionne pas, même si c'est déjà une habitude. Une routine avec un sens n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être vivante, être le reflet de la croissance recherchée. Inclure des moments d'attention, de petits rituels qui reconnectent avec l'esprit, le corps, les valeurs. Lire 5 minutes, noter une idée, s'entraîner avec intention, manger avec conscience. Il ne s'agit pas de remplir la journée, mais de l'habiter. Quand la routine a une âme, elle cesse d'être un poids et devient une impulsion, un train avec une destination claire, une force stable et un moteur allumé.
Celui qui ne donne pas de sens à sa routine finit par être emporté par elle. Mais celui qui la maîtrise crée une structure là où les autres ne voient que monotonie. Et à partir de cette structure, on construit la liberté. 8. Ton corps n'est pas une statue, c'est ton moteur. Une sculpture peut être admirée, une immobilité parfaite, des lignes définies, une forme qui ne change pas, qui reste ferme, jusqu'à ce que le temps l'use. Le marbre se fissure, la poussière la recouvre, la beauté devient ruine. Parce que ce qui ne bouge pas meurt, et le corps humain n'a jamais été fait pour rester immobile. Beaucoup le traitent comme s'il était un ornement, quelque chose qui n'a d'importance que pour son apparence, mais pas pour ce qu'il peut faire. On vit dans l'esprit, on oublie le corps. On arrête de s'entraîner, de s'étirer, de bouger. On invente des excuses, pas le temps, pas envie, demain. Et pendant ce temps, l'énergie diminue, la posture se rétrécit, la force disparaît. Le corps, ignoré de l'intérieur et jugé uniquement de l'extérieur, commence à s'éteindre. Vivre seul peut être une occasion de le soigner comme jamais auparavant, ou une excuse pour l'abandonner complètement. Personne ne vous oblige à vous lever tôt. Personne ne vous rappelle qu'il est temps de s'entraîner. Personne ne fixe de limites lorsque vous tombez dans la sédentarité. Et c'est là que le véritable ennemi apparaît, le confort déguisé en repos. Le stoïcisme ne parle pas de corps parfait. Il parle de corps utiles, des corps forts, fonctionnels, capables de résister au poids de la vie. Épictète était boiteux. Marc Aurèle était malade. Et pourtant, tous comprenaient que le corps devait être traité avec respect, discipline et action. Parce que l'âme ne peut pas briller à l'intérieur d'une machine rouillée. Bouger est bien plus que brûler des calories. C'est rappeler au corps qu'il est toujours vivant. C'est activer une chaîne de réaction qui réveille l'esprit, régule les émotions, renforce la volonté. S'entraîner n'est pas de la vanité. C'est une façon de dire « mon énergie m'importe ». La façon dont je fais face à la journée m'importe. Qui je suis quand personne ne me regarde m'importe. La force physique devient une force mentale. Chaque répétition, chaque goutte de sueur, chaque minute de mouvement est une déclaration de guerre contre la paresse, l'auto-apitoiement et la détérioration. Il n'est pas nécessaire d'avoir une salle de sport remplie de machines. Le corps suffit, le sol suffit. Il suffit de décider de ne pas le laisser mourir lentement. Bouger n'est pas une punition, c'est un privilège. Et celui qui l'ignore, le perd. La douleur de bouger est petite, comparée à la souffrance de vivre sans énergie, sans posture, sans vitalité. On ne s'entraîne pas seulement pour avoir une meilleure apparence. On s'entraîne pour mieux résister, pour penser plus clairement, pour rester ferme quand tout tremble. Le corps n'a pas été fait pour orner le miroir, il a été fait pour pousser la vie en avant. Comme un moteur, comme un outil, comme une extension de la volonté. Et si on ne le soigne pas, si on ne s'entraîne pas, si on ne l'active pas, ce moteur s'éteint, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour, il cesse simplement de répondre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. As-tu déjà eu l'impression de donner trop et pourtant ce n'est jamais suffisant? Que plus tu t'efforces de plaire, moins on te valorise, que tu es présent pour tout le monde, mais personne ne remarque quand tu disparais. Ce n'est pas un hasard. C'est le prix à payer pour devenir quelqu'un de trop disponible, de trop explicatif, de trop aimable. Et la vérité, même si elle fait mal, est celle-ci. Le monde ne valorise pas ce qui est en offre permanente. Il valorise ce qui semble rare, ce qui est ferme, ce qui impose une présence sans avoir besoin de hausser la voix. Si on te voit comme une option parmi d'autres, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es traité comme une option parmi d'autres. Et personne ne va corriger cela pour toi. Mais il ne s'agit pas de se vêtir d'arrogance ou de feindre la confiance. Cela va beaucoup plus loin. Il s'agit de retrouver le respect que tu as perdu envers toi-même, de fermer les portes que tu as laissées ouvertes par peur,
d'arrêter de donner des explications comme si tu étais coupable d'exister. Il s'agit d'être si cohérent avec ce que tu dis, fais et permets que celui qui ne sait pas te valoriser sent qu'il perd quelque chose de précieux, parce qu'il l'est. Parlons clairement. Ce que je vais partager avec toi ne sont pas des astuces sociales, ce ne sont pas des phrases magiques ni des raccourcis. Ce sont 8 leçons basées sur une philosophie qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer, le stoïcisme. Une façon de vivre qui t'apprend à arrêter de chercher la validation externe et à commencer à te construire de l'intérieur avec une telle force que les autres le remarquent, sans que tu aies à dire un seul mot. Cette vidéo n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Elle est faite pour éveiller en toi la décision de devenir quelqu'un qui se respecte assez pour exiger le respect sans le dire. Prêt à arrêter d'être invisible ? Prêt à arrêter de mendier de l'attention et à commencer à imposer ta présence? Alors reste, parce que cela ne fait que commencer. 1. Fais comprendre que ton temps n'est pas à vendre. Imagine que tu entres dans un magasin et que tu vois une montre de luxe dans la vitrine. Elle n'a pas de prix visible. Il n'y a pas de promotion, ni de réduction, ni de petites affiches. Aujourd'hui 2 pour le prix d'un. Elle est juste là, immobile, brillante, immuable. Tu t'approches, tu la regardes, et sans que personne ne dise un mot, tu comprends que cette montre a de la valeur, non pas parce que quelqu'un le crie. Elle a de la valeur parce qu'elle n'est pas désespérée d'être achetée. Ton temps devrait être cette montre. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient des produits en solde. Toujours disponibles, toujours en train d'ajuster leur emploi du temps, toujours en train de courir pour s'adapter aux priorités des autres. Et ils le font en croyant que cela leur apportera du respect, de l'appréciation, de la reconnaissance. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est d'être vus comme des ressources, pas comme des personnes de valeur. Parce que lorsque tu ne fixes jamais tes limites, le message que tu envoies est clair. Mon temps n'a pas autant de valeur que le tien. Et cela se ressent, cela se perçoit. Les gens peuvent ne pas savoir exactement ce que tu fais, mais ils remarquent comment tu te positionnes. Si tu es toujours là, si tu réponds immédiatement, si tu annules tes plans pour satisfaire les désirs des autres, si tu ne te donnes pas d'espace pour toi, tu envoies un signal. Tu n'es pas une priorité pour toi-même. Et si tu ne l'es pas pour toi, pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il te traiter comme une ? Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas comment on te traite, mais tu contrôles ce que tu permets. Et permettre à n'importe qui d'avoir un accès libre à ton temps, c'est comme laisser la porte de ta maison ouverte en espérant que les gens entrent et ne touchent à rien. Naïf, dangereux et surtout épuisant. La personne qui ne protège pas son temps ne perd pas seulement des heures. Elle perd de l'énergie, elle perd du respect. Et avec le temps, elle perd son sens de l'orientation. Parce que celui qui vit au rythme des agendas des autres finit par se déconnecter de ce qui compte vraiment. C'est pourquoi mettre un prix à ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est reconnaître que tu ne peux pas être partout, que tu ne peux pas dire oui à tout, que si tu construis quelque chose de précieux avec ta vie, tu vas devoir apprendre à dire non à cela. Et ici, il ne s'agit pas de t'éloigner du monde ou de devenir froid ou inaccessible. Il s'agit de filtrer avec conscience. Est-ce que ce à quoi je me consacre en vaut la peine? Est-ce en accord avec mes valeurs? Est-ce que je dis oui par peur ou par conviction? Commence à protéger ton temps avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta paix mentale. Si quelque chose ne te construit pas, cela te détruit. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, cela te consume. Et chaque minute que tu donnes par culpabilité, par pression sociale ou par peur de paraître égoïste est une minute qui ne revient pas. Fais comprendre que ton temps a de la valeur, non pas en criant, non pas en exigeant, mais en montrant que tu ne le donnes pas facilement. Quand quelqu'un voit que tu as besoin d'une bonne raison pour bouger ta journée, il comprendra. Ton temps a de la valeur. Et s'il ne le comprend pas, il ne devrait pas être si proche. Parce que celui qui te respecte vraiment, respecte aussi ton emploi du temps. Et celui qui reste seulement quand tu lui donnes un accès illimité ne t'a jamais vu comme une personne. Il t'a seulement vu comme un service. Et si cela fait que certaines personnes s'éloignent, tant mieux.
Cela signifie qu'elle n'était là que tant que tu étais en solde. 2. Apprends à dire non sans bégayer. Dire non semble simple, jusqu'à ce que tu doives le faire, parce que c'est là que l'inconfort apparaît, la peur de décevoir, cette petite voix qui te dit « Mieux vaut accepter, ne crée pas de problème, sois gentil ». Et sans t'en rendre compte, pour éviter le malaise, tu dis oui à ce que tu ne veux pas, à ce que tu ne peux pas, à ce qui t'épuise. Et cette habitude, aussi silencieuse que destructrice, est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne te prennent pas au sérieux. Quand tu ne mets jamais de limites claires, tu deviens un terrain libre pour que n'importe qui marche sur toi. La vérité est que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne avec du jugement. Ça fait de toi quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce dont il a besoin et ce qu'il est prêt à permettre. Mais cela n'arrive que lorsque tu arrêtes d'avoir peur du conflit, lorsque tu te rends compte que plaire à tout le monde est un piège qui te laisse vide. Dire non n'est pas grossier. Grossier, c'est de te laisser utiliser tout en souriant. Grossier, c'est de te trahir juste pour maintenir une apparence. Et le stoïcisme te le fait bien comprendre. Ta paix intérieure ne dépend pas du fait de plaire aux autres. Elle dépend de l'action en cohérence avec tes principes, même quand cela dérange. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus respectées ne sont pas les plus sympathiques, mais les plus claires. Elles ne s'excusent pas d'avoir des priorités. Elles ne se brisent pas quand quelqu'un se fâche. Elles ne cèdent pas par culpabilité, parce qu'elles savent que si tu ne te prends pas au sérieux, personne ne le fera pour toi. Maintenant, il ne s'agit pas de traverser la vie avec une attitude hostile, en disant non à tout comme un mécanisme de défense. Non, il s'agit de chaque fois que tu ouvres la bouche, tu le fais avec fermeté. Que si tu vas accepter quelque chose, tu le fais par décision, pas par peur. Et si tu vas refuser, que ta voix ne tremble pas, que tu ne cherches pas à l'embellir. Un non clair, sans bégaiement, est plus digne qu'un oui rempli de ressentiment. Apprendre à dire non est, au fond, une forme de respect. Respect pour ton temps, pour ton énergie, pour tes projets. Parce que chaque fois que tu acceptes quelque chose qui va à l'encontre de toi, tu dis que ton bien-être vaut moins que le confort de l'autre personne. Et cela, non seulement épuise, cela t'efface. Peut-être qu'au début tu auras du mal, peut-être que tu perdras des personnes qui étaient seulement habituées à ta disponibilité. Mais si tu restes ferme, quelque chose commence à changer. On ne te cherche plus seulement par intérêt, on ne s'approche plus de toi seulement parce qu'on sait que tu diras toujours oui. On commence à te voir comme quelqu'un qui se choisit. Et ça, crois-moi, ça se voit, ça se sent, ça se respecte. Dire non est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est le signe que tu ne vis plus piégé par le besoin de plaire. C'est la preuve que tu as choisi de prioriser ta paix plutôt que ton image. Parce que les personnes fortes ne sont pas celles qui supportent le plus. Ce sont celles qui savent quand s'arrêter. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce malaise à dire non, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas venu au monde pour être l'option confortable de personne. Tu es venu pour te construire avec force, avec des limites, avec une direction. Et parfois, l'acte le plus courageux que tu peux faire pour toi, c'est simplement de dire non. 3. Érige des frontières là où tu mettais auparavant des portes ouvertes. Il y a une énorme différence entre être accessible et être envahi, entre être disponible et ne pas avoir le contrôle de ton espace. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens confondent être gentil avec être permissif. Et non, ce n'est pas la même chose. Être une bonne personne ne signifie pas tout permettre. Cela ne signifie pas ouvrir la porte à quiconque frappe, ni supporter des comportements qui épuisent, ni céder à ceux qui ne respectent pas. Mais quand tu n'as pas de frontières claires, c'est exactement ce que tu fais. Tu t'ouvres de toutes parts, comme une maison sans serrure, en espérant que les visiteurs se comportent, même si tu n'as pas établi de règles. Et bien sûr, avec le temps, cela a un coût, parce que les gens n'entrent pas toujours avec de bonnes intentions. Certains ne cherchent que ce qu'ils peuvent prendre,
Et si tu ne sais pas les arrêter, ils le feront encore et encore, jusqu'à ce que tu sois vidé. Une frontière n'est pas un mur d'ego. C'est un acte d'intelligence émotionnelle. C'est le moment où tu arrêtes d'attendre que les autres devinent ce qui est bien ou mal pour toi. Et tu commences à le rendre clair avec des actions. Parce que la vérité est que personne ne peut te piétiner sans ta permission. Et quand tu permets qu'il le fasse, la responsabilité est aussi la tienne. Le stoïcisme ne te dit pas de t'isoler, il te dit de te protéger, d'avoir le contrôle de ce que tu laisses entrer, d'être conscient que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton énergie, à ton temps, à ta confiance. Et ce n'est pas du ressentiment, c'est du respect de soi. Beaucoup de gens vivent sans frontières par peur de perdre des liens. Si je dis quelque chose, il va se fâcher. Si je mets des limites, il va peut-être arrêter de me parler. Si je me montre ferme, je vais rester seul. Mais est-ce vraiment la peine d'avoir près de soi des personnes qui ne sont là que si tu leur permets de franchir toutes tes limites? Quand tu ne marques pas jusqu'où les autres peuvent aller avec toi, l'environnement le fera pour toi. Et ce ne sera pas toujours juste. On te mettra dans des rôles que tu n'as pas demandés. On te chargera de responsabilités qui ne te reviennent pas. Et le pire de tout, tu commenceras à normaliser que tes besoins passent toujours en dernier. Une frontière bien établie dit au monde, c'est moi, je ne négocie pas ça. Et cela, même si cela dérange certains, finit par être une boussole. Parce que celui qui veut être proche saura comment le faire. Et celui qui ne le veut pas, partira. Et c'est bien, les frontières ne sont pas faites pour plaire. Elles sont faites pour te protéger. Peut-être qu'au début ta voix tremblera, peut-être te sentiras coupable de mettre des limites là où tu donnais auparavant des permissions. Mais avec le temps, cela devient une forme d'auto-soin. Cela devient une partie de ton identité. Parce que quelqu'un qui se valorise, se défend. Quelqu'un qui se connaît, se protège. Et quelqu'un qui veut vraiment se construire ne permet pas à n'importe qui d'entrer et de salir le terrain. Commence à fermer des portes qui ont toujours été ouvertes par peur. Tout le monde ne mérite pas une clé. Certains n'auraient même pas dû frapper à la porte. Et si le fait de mettre des frontières fait disparaître certaines personnes, ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Alors fais-le. Pas depuis la colère, pas depuis l'orgueil. Fais-le depuis la clarté. Parce que quand tu ériges des frontières là où il n'y avait auparavant que libre accès, tu commences à récupérer quelque chose que tu n'aurais jamais dû donner si facilement, ta dignité. 4. Que ta voix sonne comme celle de quelqu'un qui sait qui il est. Une boussole qui ne pointe pas vers le nord déroute celui qui la regarde. Elle tourne, change de direction, semble utile, mais ne l'est pas. Et avec le temps, personne ne la consulte. Personne ne lui fait confiance. Personne ne la prend au sérieux. Il en va de même pour les personnes dont la voix est faible, craintive, sans direction. Des personnes qui parlent avec insécurité, qui doutent de ce qu'elles disent, qui ajustent leur opinion en fonction de qui elles ont en face. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'idées, mais parce qu'elles ont peur de les défendre, peur de déranger, peur de se tromper, peur de ne pas être accepté. Mais si tu ne sonnes pas comme quelqu'un qui sait qui il est, personne ne te verra comme quelqu'un qui mérite d'être écouté. La voix ne concerne pas seulement le ton. Il s'agit de ce qui se cache derrière. Quand quelqu'un parle avec clarté, il n'a pas besoin de crier. Sa seule présence génère du respect. Et cela ne se réalise pas avec des discours répétés ou avec des phrases copiées de livres d'auto-assistance. Cela se réalise avec identité, avec conviction, avec authenticité. Ta voix est une extension de ton caractère. Et si ton caractère est fragile, ta voix le sera aussi. Le stoïcisme enseigne que ce que tu dis doit être aligné avec ce que tu fais. Que tes paroles ne soient pas une stratégie pour plaire, mais une manifestation de ton essence. Parce que lorsque tu parles à partir de ce que tu es, même si cela ne plaît pas à tout le monde, cela se sent vrai, cela se sent solide. Parler avec fermeté ne signifie pas parler avec arrogance. Cela signifie parler avec vérité, avec cohérence. Cela signifie que tu ne te caches pas derrière le politiquement correct si cela contredit tes valeurs.
que tu ne changes pas d'opinion juste pour t'intégrer, que tu ne réduis pas ton message par peur d'être jugé. Et bien sûr, cela dérange. Parce que dans un monde plein de masques, écouter une voix authentique peut être inconfortable, mais c'est aussi rafraîchissant, c'est aussi nécessaire. Ta voix devrait être comme une empreinte, unique, inconfondable. Et pour que cela se produise, tu dois oser l'utiliser sans filtre, sans trop d'explications, sans peur du rejet. Combien de fois as-tu voulu dire quelque chose d'important et tu l'as tu? Combien de fois as-tu adouci ta vérité juste pour ne pas faire de vagues? Combien de fois as-tu dit oui avec la bouche alors que ton corps criait non? Ce n'est pas la paix, c'est de la répression. Et tôt ou tard, cette répression te coûte cher. Elle te remplit de frustration, de culpabilité, de colère envers toi-même pour ne pas t'être défendu quand tu en avais le plus besoin. Une personne qui sait qui elle est n'a pas peur de parler avec fermeté. Et elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle parle simplement avec clarté, avec intention et avec le poids de celui qui n'a pas besoin de plaire pour exister. Si tu veux que les autres te respectent, commence par respecter ta propre voix. Ne l'éteins pas, ne la cache pas, ne la maquille pas. Si ton message est réel, soutiens-le. Si ton opinion est honnête, exprime-la. Si ta vérité est alignée avec tes principes, parle-la sans trembler. L'authenticité n'attire pas toujours les applaudissements, mais elle attire le respect. Parce que les gens peuvent discuter de tes idées, mais ils ne pourront jamais nier la force de quelqu'un qui ose être qui il est, sans déguisement. Fais en sorte que ta voix sonne comme celle de quelqu'un qui se connaît, qui se choisit, qui n'a pas besoin de permission pour parler clairement. Parce que lorsque ta voix reflète ton essence, tu deviens inoubliable. 5. Arrêtez l'habitude d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Imaginez un lion au milieu de la savane. Il marche d'un pas ferme, calme, sûr. Il n'a pas besoin de rugir tout le temps pour montrer qui il est. Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il est là, ni de justifier chaque mouvement qu'il fait. Les autres le comprennent simplement. Parce qu'il y a une énergie qui ne se discute pas. Elle s'impose. Et c'est la différence entre celui qui agit à partir du pouvoir et celui qui agit à partir du besoin d'approbation. Tu n'es pas obligé de justifier ton existence. Tu n'es pas redevable à personne pour prendre des décisions qui te font du bien. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas, chaque limite, chaque choix comme si tu t'excusais d'être toi. Mais beaucoup de gens tombent dans ce cycle. Ils disent non et sentent qu'ils doivent l'accompagner d'un long discours pour que l'autre ne soit pas contrarié. Ils changent d'avis et sentent qu'ils doivent convaincre tout le monde qu'ils ne trahissent personne. Ils choisissent un chemin différent et se sentent coupables de ne pas répondre aux attentes des autres. Et cela, bien que cela puisse sembler une forme d'empathie, est en réalité une forme de faiblesse. Une façon de continuer à chercher la validation là où elle ne devrait plus être nécessaire. Le stoïcisme enseigne que le contrôle de ta vie est entre tes mains. Et une partie de ce contrôle implique d'agir avec intention, sans chercher une approbation constante. Parce que si tout ce que tu fais doit être justifié, alors tu n'agis pas par conviction, tu agis par peur. Expliquer trop épuise, non seulement pour celui qui écoute, mais aussi pour toi-même. Il te fait sentir que tu dois gagner chaque pas que tu fais, que tu as besoin d'une permission, que ta décision ne suffit pas, qu'il faut une explication complète, détaillée, émotionnellement digeste, pour que les autres ne soient pas dérangés. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire à tout le monde. Il y a des décisions qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des limites qui n'ont pas besoin de discours. Il y a des silences qui valent plus que 1000 explications. Cela ne signifie pas que tu deviens froid, sec ou distant. Cela signifie que tu apprends à valoriser ton énergie, que tu comprends que ton temps n'est pas fait pour être dépensé à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre, ni à rassurer ceux qui se sentent offensés chaque fois que tu te choisis. Quand tu expliques ce qui n'a pas besoin d'être expliqué, tu donnes du pouvoir à l'autre sur ta vie. Tu lui dis « Ce que je fais dépend de ta compréhension, de ton approbation, de ton accord. » Et c'est dangereux parce que cela te rend dépendant, cela te rend petit. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu as besoin de te reposer.
Pourquoi tu ne réponds pas au message tout de suite? Pourquoi tu as fixé une limite? Pourquoi tu ne supportes plus certaines dynamiques? Si ce que tu fais est aligné avec ton bien-être, tes valeurs, ta croissance, alors c'est suffisant. Fais confiance à ceux qui te respectent. Ils n'ont pas besoin d'explications éternelles. Et celui qui te demande toujours une justification ne mérite probablement pas autant de réponses. Apprends à rester silencieux quand tu sens que tu es sur le point de trop expliquer. Respire. Souviens-toi que parfois, l'acte le plus puissant est de regarder fermement et de dire « c'est ce que j'ai décidé ». Et rien de plus. N'explique pas ce qui est déjà évident. Ne décore pas ce qui est déjà clair. Ne gaspille pas ton énergie à te traduire pour ceux qui n'ont pas l'intention de comprendre. 6. Sois la même personne quand tu parles et quand tu agis. Un couteau sans tranchant peut avoir une forme, peut briller, peut sembler imposant à première vue. Mais quand vient le moment de couper, il ne sert à rien. Peu importe à quel point il semble bon s'il ne remplit pas son but. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont un discours fort, ils parlent de limites, de respect de soi, d'amour de soi, de ne pas se contenter de miettes. Mais quand vient le moment d'agir, ils se brisent. Ils ont une voix d'acier et une colonne de papier, et c'est là que tout s'effondre. Parce qu'il n'y a rien qui affaiblit plus ta présence que l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu peux construire une image impressionnante avec des mots, tu peux avoir un discours qui sonne ferme, convaincant, respectable, mais si tes actions ne le soutiennent pas, tout tombe. Parce que les gens peuvent se tromper une fois, ils peuvent te croire au début, mais tôt ou tard, ils voient toujours la vérité. Et la vérité n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu fais quand personne ne t'applaudit, quand personne ne te regarde, quand dire oui est plus facile que de tenir un non. Le respect ne se gagne pas en parlant, il se gagne en agissant. Le stoïcisme enseigne que le caractère se construit dans la pratique, pas dans la théorie. Que la vertu n'est pas quelque chose que l'on crie, c'est quelque chose que l'on vit. Parce que tu peux parler de force intérieure toute la journée, mais si tu continues à permettre ce qui te brise, alors ton message n'a pas de poids. Tu peux parler de respect de soi, mais si tu acceptes le moindre traitement juste pour ne pas être seul, personne ne te prendra au sérieux. Pas même toi. Être la même personne quand tu parles et quand tu agis n'est pas facile. Cela nécessite de la discipline. Cela nécessite du courage. Cela nécessite de regarder ta vie avec une brutalité honnête et de dire « Est-ce que ce que je vis reflète ce que je dis que je suis ?» Et si la réponse est non, tu as du travail à faire. Non pas pour convaincre quelqu'un, mais pour te reconnecter avec toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu dis une chose et que tu en fais une autre, quelque chose en toi se brise. Tu deviens moins crédible, moins solide, moins fiable, même à tes propres yeux. Et quand tu ne te fais pas confiance, comment espères-tu que les autres le fassent? Ceci n'est pas une question d'être parfait, c'est une question d'être cohérent. Si tu parles de respect, agis avec respect. Si tu parles de limites, mets-les en pratique. Si tu dis que tu te valorises, arrête de rester là où tu n'es qu'une option. Si tu dis que tu en as marre de la même chose, fais quelque chose de différent. Parce que si tu n'agis pas, tu ne fais que décorer le vide avec de jolis mots. Et ça se voit. Peut-être pas tout de suite, mais ça se voit. Les gens respectent ceux qui restent fidèles à leurs principes, pas ceux qui en parlent seulement. Et le plus important, tu commences à marcher avec une autre posture quand tu sais que tu es réel, que tu ne vends pas une image fausse, que ce que tu montres est ce que tu es. Fais en sorte que ta parole ait du poids, pas avec des cris, pas avec des discours, avec des actes. Que celui qui t'écoute parler puisse dire « cette personne vit ce qu'elle dit ». Parce que quand tu y arrives, tu n'as pas besoin de forcer le respect, ni l'attention, ni l'admiration. Ta seule présence le génère. Et si jamais tu doutes entre parler plus fort ou agir avec plus de fermeté, choisis la seconde option. Parce que les actions, même si elles ne font pas de bruit, laissent toujours une trace. 7. Ne reste pas là où tu n'es utile que.
Un escalier est utile. Tu l'utilises pour monter, pour atteindre quelque chose que tu ne pourrais pas toucher autrement. Mais une fois que tu arrives en haut, tu le laisses de côté. Tu ne l'étreins pas. Tu ne le remercies pas. Tu ne penses pas à lui. Tu l'utilises et tu continues ta vie. C'est ainsi qu'on te traite quand tu restes dans des endroits où tu n'es utile que. Quand tu permets qu'on t'évalue uniquement pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes, pour ce que tu résous, tu finis par réduire ton existence à une fonction. Et c'est dangereux. Parce que tu n'es pas un outil, ni un pansement émotionnel, ni une solution d'urgence. Tu es une personne. Et si tu restes où on ne voit que ton utilité tôt ou tard, ils arrêteront de te voir. Beaucoup de gens confondent acceptation et fonctionnalité. Ils pensent que tant que les autres les cherchent, les ont besoin ou les appellent, ils sont valorisés. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, ils t'appellent seulement quand leur monde s'effondre. Parfois, ils te cherchent seulement parce qu'ils savent que tu réponds. Et pas parce qu'ils te respectent, mais parce qu'il leur convient que tu sois là. Le stoïcisme parle beaucoup du rôle que tu décides d'occuper dans la vie des autres. Pas à partir de la dépendance, mais à partir de la liberté. Et une partie de cette liberté consiste à choisir clairement. Veux-tu rester à un endroit où on ne te reconnaît que lorsque tu fais quelque chose? Ou préfères-tu construire des relations où on te valorise même quand tu ne donnes pas, ne résous pas, ne sauves pas? Rester là où tu n'es utile qu'est un chemin rapide vers l'épuisement émotionnel. Parce que tu devras toujours être en train de faire quelque chose pour sentir que tu as de la valeur. Tu seras toujours en mode service. Tu devras toujours justifier ta présence. Et quand tu ne pourras plus donner, quand tu auras besoin de quelque chose, quand tu oseras enfin demander, tu verras combien disparaissent. Ça fait mal, mais ça enseigne aussi. Une des décisions les plus courageuses que tu peux prendre est de quitter les endroits où on ne t'applaudit que lorsque tu produis, où on ne te regarde que lorsque tu sers, où on t'ignore quand tu es simplement là. Ne te forme pas à partir de ce que tu donnes, forme-toi à partir de ce que tu es. Parce que lorsque ta valeur dépend de ton utilité, toute erreur, toute limite, tout moment de vulnérabilité peut être interprété comme un défaut. Et tu n'es pas défectueux parce que tu as besoin de respirer, parce que tu dis « je ne peux pas », parce que tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient pas. Pose-toi cette question sans peur. Si aujourd'hui je cessais d'être utile pour ces personnes, resteraient-elles ici? Si la réponse est non, alors tu as la clarté. Et avec cette clarté, tu peux prendre des décisions. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Les personnes qui te valorisent vraiment ne le font pas seulement pour ce que tu fais. Ils te valorisent pour ce que tu es, même quand tu ne donnes rien, même quand tu n'es pas en fonction, même quand tu es en silence. Et si cela te coûte de trouver, commence par toi. Arrête de t'exiger d'être en mode service tout le temps. Arrête de rester dans des dynamiques qui te récompensent seulement quand tu te sacrifies. Parce qu'une relation basée sur l'utilité n'est pas une relation, c'est une transaction. Choisis de sortir de ces espaces. Et si ça fait mal, que ça fasse mal, mais que ça libère aussi. Parce qu'à l'extérieur de ce cycle, il y a quelque chose de mieux. Des personnes qui ne t'utilisent pas, elles t'honorent. 8. Fais de toi ton projet le plus ambitieux. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie à construire des choses, mais qui s'oublient eux-mêmes. Ils se donnent entièrement à leur travail, à leurs relations, à leurs responsabilités, aux rêves des autres, et se laissent pour la fin comme s'ils étaient quelque chose que l'on peut repousser. Ils investissent leur temps, leur énergie, leur talent dans des projets qui souvent ne les comblent même pas. Et quand ils se regardent dans le miroir, ils ne se reconnaissent plus, parce qu'ils se sont abandonnés, parce qu'ils ne se sont jamais choisis comme priorité. Le problème, c'est que si tu ne deviens pas ton propre projet, tu finiras par n'être qu'un outil pour les plans des autres. Et il n'y a pas de gloire à cela, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de paix, il y a de l'épuisement, il y a du vide, il y a de la frustration silencieuse. Fais de toi ton projet le plus ambitieux, non pas comme un acte de vanité, mais comme un acte de responsabilité. Tu es la seule personne avec qui tu vas passer tous les jours de ta vie, et pourtant,
Tu te demandes souvent plus que ce que tu te donnes, tu te juges plus que tu ne te comprends, tu te critiques plus que tu ne te construis. Et on n'avance pas comme ça. On survit seulement. Le stoïcisme enseigne que ta tâche principale dans ce monde est de prendre soin de ton esprit, de ton caractère, de ta façon de vivre. Tu n'es pas venu pour plaire à tout le monde, ni pour répondre à des attentes que tu n'as pas décidées. Tu es venu pour te développer, pour te renforcer, pour devenir quelqu'un qui non seulement résiste au chaos, mais qui trouve un sens en son sein. Mais cela ne se produit pas par accident. Cela se produit lorsque tu décides d'arrêter de t'investir uniquement dans l'extérieur et de commencer à te construire comme tu le ferais pour tout autre objectif important, avec vision, engagement, constance. Beaucoup espèrent que la vie les récompensera alors qu'ils continuent à se repousser. Ils espèrent du respect, de l'amour, de la reconnaissance, du succès, alors qu'ils se traitent avec négligence, alors qu'ils continuent à agir comme si leur valeur était un hasard. Et non, ta valeur a besoin de fondement. Elle a besoin d'action. Elle a besoin que tu te prennes au sérieux. Parce que personne ne verra en toi ce que tu n'es pas prêt à travailler. Fais de toi un projet réel. Investis du temps à te connaître, à guérir ce que tu as traîné pendant des années, à comprendre pourquoi tu agis comme tu le fais, à identifier ce que tu as besoin de lâcher et ce que tu as besoin de renforcer. Il ne s'agit pas seulement de s'améliorer pour les autres, il s'agit de s'améliorer pour toi, pour que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu restes debout, clair, solide, intègre. Et oui, il y aura des moments où tu te sentiras seul sur ce chemin, parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à voir quelqu'un se construire de l'intérieur. Il est normal de se distraire, il est courant de fuir soi-même, mais tu n'es pas venu pour faire partie de la masse. Tu es venu pour faire une différence, et la seule façon réelle de le faire est d'être ta priorité. Fais de toi un projet si ambitieux, si ferme, si complet, que personne ne puisse venir t'offrir des miettes sans se sentir ridicule. Que personne ne puisse te traiter comme remplaçable sans que cela apparaisse comme un manque de respect. Parce que lorsque tu te traites comme quelqu'un de précieux, le monde apprend à te traiter de la même manière. Non pas pour ce que tu cries, non pas pour ce que tu exiges, mais pour ce que tu projettes. Et tout commence lorsque tu comprends que ton meilleur investissement n'est pas quelque chose d'extérieur. Ton meilleur investissement, c'est toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.